Comprendre les choses par les mains, ça m'aide. Et puis comprendre aussi certains métiers avec des métiers plus manuels, des métiers plus pratiques, ça me paraît des entrées intéressantes dans la vie, dans la compréhension du monde. Heu, D'avoir les livres évidemment, mais pas que les livres, et d'avoir les mains évidemment, mais pas que les mains. Mona lira à haute voix. Mona lira la tête en bas. Mona lira et ne s'arrêtera pas. Mona lira bien au chaud quand il fait froid. Mona lira ici et là. Mona lira avec toi. Mona lira partout où que l'on soit. Mona lira avec les yeux, les oreilles ou les doigts. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis malvoyante et, signe particulier, j'adore la lecture. J'anime Mona lira, le podcast de la médiathèque numérique accessible monalira.org. Mona lira met à disposition des livres en coloration syllabique, grand caractère, audio avec ou sans texte synchronisé, braille numérique, langue des signes française et plein d'autres formats pour les personnes empêchées de lire les livres imprimés du commerce en raison d'un handicap. Tous les mois, je vous propose une heure d'échange avec un auteur, une autrice ou une personnalité du monde littéraire. On y parle des œuvres, de comment elles se créent et de littérature sous toutes ses formes. Parce que la lecture est une passion qui rassemble, quelle que soit notre façon de lire. Pouvoir lire autrement est un droit. Mona lira est la médiathèque numérique qui y pourvoit. Bonjour à toutes et à tous. En ce deuxième épisode du podcast Mona lira, nous accueillons Laurin Voisard qui vient nous parler de son premier roman, Au cœur de la bête, paru en 2024 aux éditions d'En Bas. C'est un petit livre de 160 pages, 4h23 d'audio, et on se réjouit d'échanger avec lui autour de sa rédaction. Bonjour Laurin. Bonjour Céline. Laurin est né à Saint-Imier, il a une trentaine d'années, et il se définit lui-même comme étant un lettreux qui travaille à garder un corps et un ouvrier qui essaie de ne pas perdre la tête. Est-ce que Laurin, déjà, tu veux réagir à ça ? Ouais, c'est vrai que j'essaye de garder une forme d'équilibre entre le corps et l'esprit. J'imagine ce qu'on essayait un peu tous et toutes de faire. C'est pas toujours évident, surtout, j'en sais rien, si on travaille dans un bureau, je crois que ça peut être assez pénible. C'est pour ça que j'ai fui les bureaux et que je suis devenu jardinier. Tu nous dis que tu es devenu jardinier. En plus d'être jardinier, tu travailles également dans l'arboriculture. Dans ta jeunesse, tu as vécu entre études de lettres, travail au McDo, au champ et à l'usine. Donc tu es à la fois un homme de la terre et à la fois un homme de lettres. Et pour ton premier roman, tu as décidé de t'intéresser à un milieu qui est relativement éloigné des personnes de lettres, puisque tu t'es intéressé au monde de l'abattoir et au monde de la boucherie, monde dans lequel tu as décidé d'aller explorer par toi-même en passant 6 mois sur un lieu d'abattage. Oui, du coup, cette envie de ne pas devenir seulement un lettreux, c'est quelque chose que j'avais déjà à d'autres moments de ma vie. Et puis, j'ai essayé de développer, d'apprendre à faire quelque chose de mes mains. Et puis, après une période d'études, j'ai fait autre chose pendant plusieurs années. Et puis, j'ai refait des études parce qu'il me semblait qu'il me manquait quelque chose du côté des idées. Et puis, ensuite, j'ai eu envie de retourner à des métiers plus manuels. J'ai toujours eu cette envie de comprendre un petit peu, comprendre les choses par les mains, ça m'aide. Et puis comprendre aussi certains métiers avec des métiers plus manuels, des métiers plus pratiques, ça me paraît des entrées intéressantes dans la vie, dans la compréhension du monde. D'avoir les livres évidemment, mais pas que les livres, et d'avoir les mains évidemment, mais pas que les mains. Merci pour cette première introduction. Dès l'entrée de ton roman, une tonalité est donnée
avec une exergue empruntée à Céline, Voyage au bout de la nuit. Je la cite. « Les riches, ils n'ont pas besoin de tuer eux-mêmes pour bouffer. Ils les font travailler, les gens, comme ils disent. » Dans ton roman, on a une très grande place qui est donnée aux gens qui travaillent à l'abattoir et à l'humain. On aura l'occasion d'en reparler. Mais j'aimerais beaucoup qu'on entre déjà dans ton œuvre par un premier extrait qui est ta découverte de l'abattoir, le premier jour de travail, qui est un jour à l'essai et qui précède de plusieurs mois les 6 mois de travail en abattoir. Je te laisse la parole pour cette première lecture. Merci, ouais. Alors du coup, ouais, c'est vrai, je vais lire un premier extrait qui décrit donc le premier jour de travail d'Arthur Jolissin, qui est un peu mon alter ego, qui est un personnage qui me ressemble pas mal. Ouais. Arthur arrive à l'abattoir en hiver, et ça commence comme ça. Un cube en tôle borde la route qui mène au village. La trace d'une automobile est presque déjà comblée par la neige. Il est 3h12 du matin. Du côté de la route, le bâtiment n'a pas de fenêtre. Sur le petit côté, une rampe est surmontée de grandes barrières. Ça doit être là. Il flotte une vague odeur de fumier et de sang. Sur la face cachée à la route, quelques ouvertures dans la tôle éclairent le parking et par-delà, un bois sombre. Il y a 2 grandes fenêtres, une petite porte et une porte cochère, entr'ouverte, dont sortent de la lumière et de la vapeur aussi par l'entrebâillure. Des cris de porc échappent de l'usine, étouffés, leur réverbération mélangée au bruit des machines. Je me demande dans quoi je mets les pieds. J'entre dans la lueur de la porte piétonne. « Bonjour !» Maintenant, je distingue mieux les cris du bruit des compresseurs et de la ventilation. J'attends dans les odeurs tièdes où se mélangent porcherie, boucherie et hôpital. Arrive une dame casquée de blanc beauté, qui porte une polaire grise et des lunettes aux branches tachetées de violet. « Je vais chercher quelqu'un, dit-elle. Vous pouvez déjà vous changer, laisser vos chaussures ici, prendre des habits, des bottes et une charlotte pour les cheveux. » Une charlotte, ah tiens, comme en cuisine. J'attrape des pantoufles en plastique sur une étagère d'acier, j'y laisse mes chaussures et entre sur le sol rouge du vestiaire. Des casiers, un banc d'acier, un présentoir pour les bottes, une autre étagère d'acier. Je me serre dans les piles de vêtements rouges et les pose sur le banc. Je retire ma veste, je regarde d'un côté la porte ouverte et de l'autre l'embrasure sans porte, puis je retire mon t-shirt dans le froid. De mon torse se dégage l'humidité chaude de la vie. J'apparais blême dans la lumière des néons, osseux, un peu frêle pour l'abattoir. On ne me garderait pas pour la viande, vigoureux tout de même, étonnamment vivant. Je passe un polo rouge dont j'apprécie la chaleur sèche. Il y a un confort à être rentré quelque part après le froid et la neige. Un abattoir pour un humain, c'est sûrement mieux que pas de maison du tout. Je me sèche les joues et les oreilles avec le polo, les cheveux derrière les oreilles. Je regarde autour de moi et je retire mon pantalon en reposant les pieds dans les pantoufles en plastique, puis passe le pantalon et repose les pieds dans les pantoufles. Le pantalon rouge m'est trop grand, comme le polo. À la campagne, je suis un petit gabarit. Je me dirige vers les bottes. Dans le relief des semelles demeurent quelques brins de paille, un fil de graisse, sur les chevilles des ombres de sang. À 2 doigts, je saisis une botte par le talon et la pose par terre, puis l'autre, je les enfile. Depuis des mois que je me prépare à cette histoire. Me voici arrivé au moment de vérité. Je me demande ce que diraient les anciens collègues au centre d'accueil. Je tiens mes promesses d'aller voir, de m'y frotter, mais déjà je pue et je comprends leur regard dégoûté, au mieux incrédule. Sans le dire, ils disaient « Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici ?» Comme on me l'a demandé, je me lave les mains avant d'entrer. 2 giclées de savon, je frotte, puis j'ouvre le robinet à rallonge comme à l'hosto avec le coude. En relevant les yeux, je me vois dans le miroir. C'est tout toi. Avec un demi-sourire, je pose les bottes dans le bain de pied et passe les mains dans le jet d'alcool. Je fais tourner le tourniquet, tire la porte coulissante où il est écrit « Isolir Türen ». Merci beaucoup pour ce partage, Laurent. Avant toute chose, on a vraiment envie de rebondir sur cette question que t'auraient posée tes anciens collègues au centre d'accueil. Mais qu'allais-tu foutre ici ?
Pourquoi l'abattoir? L'abattoir, ouais, c'est vrai que c'est un lieu curieux. C'est un lieu qui quelque part attisait ma curiosité pour plusieurs choses, mais en gros parce qu'il s'y joue plein de questions sur notre rapport au monde en tant qu'humain, notre rapport au corps, notre rapport à ce qu'on mange, notre rapport à la nature, à la nature domestiquée, l'élevage. Euh, ouais, du coup, et se joue aussi des questions assez importantes, enfin qui me semblaient, qui semblent assez actuelles aussi, ces questions de la ville, des campagnes qui sont des fois séparées, où les points de vue des fois peinent à s'échanger, quoi. Il y a un peu une compartimentalisation des opinions entre des campagnes, des fois voilà, déconnectées des villes et inversement. Et l'abattoir, c'est un lieu qui a migré hors des villes, si on veut, qui était, voilà, on faisait boucherie dans les villes au XVIIIe siècle encore, et puis au XIXe aux abords des villes, et puis maintenant, à partir ouais, du milieu du XXe siècle, disons, c'est plutôt dans les campagnes, c'est plutôt sur les lieux d'élevage, près des lieux d'élevage qu'on essaye d'abattre les bêtes. Et du coup, ouais, on est peut-être plus loin des regards, on est peut-être dans quelque chose qui s'apparente de plus en plus à une boîte noire, et dont on a des fois des images, mais qui sont des images d'associations militantes, voilà, on pense à L214 ou autres, qui font des images d'abattoirs, et moi je me disais, ben, ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cette boîte noire, avoir, moi aussi un regard là-dessus, là-dedans, et me faire ma propre opinion, et pourquoi pas proposer un peu une visite guidée. Je crois que c'est ce que fait ce livre, quoi, une visite guidée. Tu parles de visites guidées, tu parles d'images qui proviennent souvent des abattoirs et qui sont souvent des images effectivement produites, réalisées par des associations, notamment antispécistes, etc. D'ailleurs, on a une petite intervention dans ton roman d'une militante antispéciste. Alors, vrai ou vraisemblable, on ne le sait pas. On pourra débattre de cette question de ce qui est vrai ou ce qui est vraisemblable dans ce roman, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. En tout cas, a priori, tout ce qui est mentionné dans ce roman a le mérite d'être vraisemblable. Le fait est que la visite guidée, pourquoi pas. Ce côté déconnecté des villes et des campagnes, on le ressent très profondément dans ce roman. D'ailleurs, même dans le passage que tu viens de nous lire, on perçoit ce côté, ah ben, pour la campagne, je suis un petit gabarit. Ça donne un petit peu cette impression souris des villes, souris des champs, le citadin qui passe pas pour de la bleusaille tout à fait malléable à merci, puisque tu le dis à un moment donné dans ton roman, tu es un trentenaire diplômé, etc. Tu n'es pas quand même le petit apprenti de 15 ans qui va se laisser faire et sur qui on va pouvoir faire porter le chapeau de toutes les potentielles bourdes qui pourraient être commises, notamment sur la chaîne. Et ce qu'on trouve intéressant dans la manière que tu as d'aborder l'abattoir justement dans ton texte, c'est ce côté, comme tu viens de le mentionner, à savoir de l'exploration par soi-même, qu'est-ce qui s'y passe, aller à l'intérieur de cette boîte noire sans jugement. Et en l'occurrence, quand on lit ton livre, sur certains passages, on se dit « Ah, il est sûrement végétarien, probablement, peut-être », et on s'est posé la question, je pense que a priori tout le monde se la poserait en lisant ton livre, parce que ça donne pas quand même l'absolue impression que ton texte soit un texte militant. D'ailleurs, on constate à plein d'égards que ce n'est pas le cas, puisque tu donnes une grande part notamment à la question de l'élevage traditionnel et puis aux manières dont on élevait notamment le bétail dans les années précédentes, dans la jeunesse aussi de certaines personnes qui travaillent à l'abattoir. On aura l'occasion d'en reparler. Donc finalement, peut-être pour toi, quelle est l'importance qu'on peut donner à cette distinction ville-campagne et peut-être à la question des classes sociales qui, notamment, est mise en évidence dans l'exergue de Céline au début du roman?
Ouais, il y a beaucoup de choses là, mais c'est vrai que, ouais, hem, des classes sociales qui, bah, en effet, ouais, il y a des les gens qui travaillent, à l'abattoir et a fortiori les manœuvres d'abattoir, c'est souvent, voilà, c'est souvent pas des gens qui font ça par vocation, on peut y entrer, assez facilement, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez paradoxal parce que c'est un métier où, vu qu'il y a assez peu de formation et qu'il y a assez facilement de l'embauche, il y a beaucoup de rotation, il y a beaucoup de gens qui partent, voilà, qui quand, ils trouvent autre chose, vont travailler ailleurs. C'est un métier où du coup il y a aussi paradoxalement beaucoup de liberté. Heu, Parce que voilà, l'embauche est facile, c'est pas un métier auquel on s'attache, on n'est pas dans une carrière où on risque de perdre son poste. Enfin, j'entendais récemment parler enfin, c'est pas la première fois, mais c'est vrai des scandales, voilà, des femmes qui veulent faire chirurgienne et qui se font harceler parce que c'est un milieu où il y a des hommes très forts qui sont en poste et qui sont indéboulonnables et parce qu'elles ont fait des efforts pour arriver là où elles en sont et c'est vrai que si on perd, 10 ans de carrière, en renonçant ou en parlant, ben là, c'est pas le cas. C'est justement un de ces métiers où il y a pas de capital, si on veut. Il y a pas de on n'est pas là parce qu'on a fait des études, on n'est pas là, voilà, on est là juste parce qu'on est un corps, parce qu'on a un corps qui fonctionne. On peut perdre son corps, assez vite, mais on a aussi un métier qui est très accessible et qui du coup heu, est très accessible et en même temps dont on peut se défaire, très facilement. On peut en trouver un autre. Il a pas d'attrait particulier, on n'aura pas de regret à le laisser. Heu, donc on a aussi une certaine liberté en travaillant, voilà, comme un peu comme personne non formée et c'est une liberté, qui est très forte dans un monde où la carrière a autant de signification. La liberté un peu de l'homme à tout faire ou de la femme à tout faire. Cette liberté de dire: «Bah, voilà, le patron, si tu veux pas me traiter correctement, je me barre et je trouverai un autre boulot sans valeur comme celui-ci». Donc voilà, paradoxalement, avoir un boulot qui vaut pas grand-chose, c'est une liberté géniale, au niveau de l'absence de carrière. L'absence de carrière, c'est une liberté qui peut être assez géniale. D'un côté, on a l'absence de carrière qui peut être une grande liberté, et en même temps, parmi les personnes que tu as croisées à l'abattoir, on citera parmi les protagonistes principaux Hamza et Françoise Cotela, qui s'appelle Madame Cotela dans le roman. Ce sont des personnes aussi au niveau de vie qui est relativement précaire, qui combinent plusieurs emplois. Hamza, à côté de l'abattoir, fait des heures d'abattage à côté de l'abattoir, pour notamment la boucherie, cumule avec la distribution de publicité. Françoise Cotela travaille en même temps à l'abattoir, en même temps en faisant quelques ménages et la plonge dans un restaurant. Donc on voit que d'un côté, il y a potentiellement une liberté et de l'autre, on est dans une classe de la population qui peine à s'en sortir financièrement et qui arrive difficilement à joindre les deux bouts. Ouais, ouais, c'est vrai que Madame Cotela, en plus, elle donne encore des coups de main à ses enfants à la ferme. Donc oui, ouais, c'est sûr que c'est aussi des. Alors il y a une liberté paradoxale, mais il y a aussi pas mal de pénibilité, évidemment, dans l'insécurité de l'emploi, l'insécurité du salaire, parce on sait pas combien d'heures on va pouvoir faire ici ou là. Il faut cumuler des horaires différents, des horaires de jour, des horaires de nuit. Donc oui, évidemment, c'est pénible, ouais. Et puis, ben c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant de voir les personnes qui travaillent dans ces conditions. Ben voilà, il y a beaucoup de ce qu'on appelle en termes modernes des working poor, mais en termes enfin, ça fait plus d'un siècle ou 2 siècles qu'on parle d'exploiter. Donc voilà, oui, c'est des gens qui se font exploiter comme
on est tous plus ou moins d'accord de se faire exploiter pour un salaire parfois minime. Voilà, on est tous plus ou moins d'accord de voter encore comme à Bâle aujourd'hui contre un salaire minimum pour les femmes de ménage et le personnel de ménage qui est sous-payé. Un salaire à 22 francs en Suisse, à Bâle-Ville, ben voilà, c'est pas la lune, quoi. Donc oui, en Suisse, on vote encore contre ça. Bon, on n'a pas envie que les petits puissent avoir un salaire minimum, je sais pas. Euh, ouais, donc il y a des conditions de travail assez difficiles et puis pas rémunérées, pas valorisées. Donc c'est des métiers qui sont un peu ingrats à ce niveau-là. Et puis dans l'agriculture en général, on compte pas ses heures. Dans plein de métiers, c'est vrai que c'est pas évident. Tu dis à la fois la pénibilité du travail et une certaine liberté, le côté ingrat, la difficulté du travail, on la voit à de nombreuses reprises dans ton roman. On a dû faire une sélection évidemment des extraits qu'on vous présente dans ce podcast parce qu'en une heure, nous n'avons pas le temps de faire le tour de l'intégralité du roman avec des extraits. Certains passages sont particulièrement, entre guillemets, gore. Il faut s'y attendre, on est quand même dans un abattoir, donc bah oui, on prépare les animaux, on leur ôte les poils, etc. Il y a les cochons qui passent sur les chaînes, la chaîne, les bovins, etc. Et ce qui est intéressant par rapport à ce travail à la chaîne, c'est tu parlais de liberté à l'instant, il y a, mine de rien, à la fois le fait qu'on a besoin d'un corps en bonne santé et que c'est une nécessité pour travailler à la chaîne, surtout dans les parties qui demandent un certain effort physique potentiellement pour réceptionner les bêtes, etc. Mais que d'un autre côté, cette chaîne qui est aliénante, et d'ailleurs dans ce roman il y a aussi tout un apprentissage de ta part du travail à la chaîne. Tu arrives, tu n'as jamais travaillé à la chaîne, au début c'est difficile à appréhender, etc. Et à la fin, tu fais littéralement corps avec elle, tu as appris les gestes, la minimisation et l'optimisation des gestes pour qu'ils soient le plus efficients et efficaces possible. Évidemment, tu fais référence aux modèles du genre, hein, le Taylorisme, Ford, etc. Et je te propose de nous partager un second extrait qui parle justement de ce travail à la chaîne et de comment finalement les humains qui travaillent dans ce système s'y adaptent et ce qu'ils en retirent. Ouais, d'accord. Ouais. Alors je vais lire le passage. Ben, je précise quand même que c'est pas c'est pas de moi qu'il s'agit ou pas forcément de moi. Il y a des choses qui viennent de moi, mais il y a des choses que j'ai reprises, que j'ai mélangées. Le personnage me ressemble, mais c'est pas moi. Voilà. On essaie de limiter la table à 2 porcs, voire 3. S'il y en a 4, c'est qu'on commence à couler sous le rythme de la chaîne, sous les porcs et leurs poils qui s'accumulent. Alors il faut s'accorder pour se dépêcher en restant synchronisé, surtout ne pas se faire de reproches, encaisser le stress des mouvements en gardant la tête claire. Le repos aide. La brume anesthésiante du manque de sommeil était bonne au début, mais sur le long terme et avec les collègues, le repos est plus rentable. Avec une bonne disposition, j'arrive au boulot sans être préoccupé par la fatigue, disponible pour le reste, pour le vivre, mais aussi pour le gérer, le ranger au fur et à mesure que ça arrive. Le boulot normal prend une part de mon attention, le boulot pressé un peu plus, mais j'apprends à garder une marge pour les inattendus, et encore une pour moi, un dernier rempart où je ne me laisse pas envahir par les porcs. J'apprends à imiter, et bientôt je ne me poserai plus de questions. Je ferai mon travail comme ceux qui se les sont posés avant et qui un jour ont répondu qu'il n'y avait pas besoin de toujours les écouter, que les bras pouvaient continuer à faire ce à quoi le cœur rechignait, provisoirement. Les questions reviennent toujours, évidemment, mais à moins d'une irruption soudaine, on leur fait une place à l'ombre, comme dans une commode où on range les objets qui peuvent encore servir. J'apprends aussi à apprécier. C'est bête, mais je me distrais à perfectionner le mouvement de hanche qui fait tourner le porc d'un flanc à l'autre, une rotation qui est presque une voltige.
Depuis le début, avec Dylan, on ajuste la synchronisation à l'aide de signaux tacites, la patte du porc en l'air ou tirée vers la suite du mouvement, mais on s'améliore toujours, on réduit chaque temps mort, on les met à profit. Gicler la machine entre deux porcs, se débrouiller pour que le suivant glisse sur la table propre, passer un coup de raclette sur les grilles d'évacuation bouchées par les poils et la peau, aiguiser la lame puis poser le couteau quand les flammes s'éteignent, boire un coup de flotte au jet de rinçage et se préparer à réceptionner le prochain, un pied en avant, comme au rugby, et un clin d'œil au copain pour montrer qu'on fait le malin, lui tirer un sourire avant de reprendre le boulot et les réflexions sur la vie en général, les poils qui grattent encore sur la peau douce des porcs et toujours l'approximation du nombre de cochons qui nous sépare du café. C'est comme un sport, un jeu de détails répétés jusqu'à l'optimisation. Entre le pouce et l'index gardé souple, relever le couteau et le faire tourner dans la main, de la largeur de la paume appliquer ni plus ni moins que la pression nécessaire à la lame parfaitement aiguisée, sectionner en 3 à-coups les poils durs du jambon extérieur, puis de 3 frottements longs la soie fine du jambon intérieur, reposer la pâte, rincer le couteau, pointer la lame à l'endroit juste et la glisser entre les tendons et l'os, dans l'entaille assez large, passer le crochet, jeter un regard au collègue, il a vu. La poutrelle arrive dans son bruit d'air comprimé, accrocher le cochon, le tirer vers Hamza, voir arriver le prochain, lui prendre la patte et se pencher en arrière en contrepoids sans effort, le faire arriver à soi et qu'il tourne en fin de mouvement, reprendre le couteau. Le corps se réjouit de ces mouvements mesurés autant que le patron et messieurs Ford ou Taylor, ces mouvements calibrés pour une efficacité parfaite. Les muscles sont comme reconnaissants de ne pas se fatiguer plus qu'il ne faut, et les articulations ne souffrent pas de secousses ni les tendons de gestes trop forts. Le soin des détails procure le sentiment d'avancer sans peine dans le travail, à un rythme naturel, à portée de chaque membre, de faire corps avec les outils et les objets, et aux limites de soi avec les autres et avec la chaîne, inférant à la tâche une allure harmonieuse, une certaine beauté de synchronisation active et attentive. De la servitude volontaire peut-être, mais ce qui change tout, c'est que la chaîne nous obéit au moins autant que nous obéissons à la chaîne. Puisque c'est Charles qui lui donne le rythme et que Charles nous écoute, au final c'est nous qui donnons le rythme. Notre corps fait partie de la machine et nous nous imposons notre propre peine de concert avec la machine que nous contrôlons en partie, en partielle convivialité et contre seulement la masse de travail que nous abattons ensemble aujourd'hui et après-demain, et le surlendemain, avec toujours une journée de repos entre deux avant de revenir à la montagne de porc et de la gravir et la creuser et la décharger de sa vie et la pousser au frigo pour que des gens mangent. Tu mentionnes dans cet extrait, qui est un parfait exemple du travail à la chaîne, le fait que le travail à l'usine en abattoir, tu as choisi un abattoir de campagne, donc un abattoir qui ne travaille pas tous les jours de la semaine, qui est en production relativement réduite par rapport à des très grands abattoirs. On peut penser en Suisse romande à celui de Courtepin dans le canton de Fribourg, qui est un abattoir qui abat environ 8000 bêtes par jour, entre 5 et 8000 a priori. L'abattoir dans lequel tu as travaillé était plutôt autour des 400 bêtes, tu me corrigeras. Et effectivement, ce travail qui est difficile, tu vas pouvoir nous en parler, est toujours ponctué d'un jour de repos. Donc, tu l'expliques très clairement dans ton roman. L'abattoir travaille et débite le lundi, le mercredi et le vendredi, avec à chaque fois un jour de fermeture entre deux. Et on a l'impression, en tout cas les protagonistes qui interfèrent dans ton roman, que les personnes qui ont travaillé le plus longtemps en abattoir, le plus longtemps dans le milieu, sont quand même des personnes qui, en tout cas au vu de leur caractère, ont été marquées d'une manière ou d'une autre. D'une part, on peut citer un protagoniste qui a une importance relativement majeure à sa manière, puisqu'il a été notamment en partie à l'origine, en tout cas, du choix du narrateur d'aller effectuer une expérience en abattoir. C'est Derzim qui a été rencontré en centre
J'allais dire en centre aéré, pas du tout, en centre d'accueil. Et ce Derzim a travaillé pendant 17 ans à l'abattoir de Courtepin, d'ailleurs, qui est mentionné dans le roman. Et on a un personnage relativement haut en couleur, deux en fait, dont on pourra potentiellement parler un peu plus en détail. Un qui est Greg, dont on te laissera volontiers parler, qui est vraiment un personnage à part entière, qui prend beaucoup de place dans le roman et qui figure pas aux dédicaces d'ailleurs. Et Hubert, dit Astérix, qui lui aussi a une grosse expérience d'abattoir, qui a connu les abattoirs de Malais, notamment à Lausanne, avec une anecdote qu'on ne déflore pas, mais qui est assez amusante, où ils ont fait venir des prostituées à l'abattoir pour un anniversaire. Et du coup, ces personnages ont tous, en l'occurrence c'est tous des hommes, des façons de se comporter qui sont relativement, je dirais, atypiques, en tout cas qui sont des fois un peu déconnectés de ce qu'on pourrait attendre d'un comportement social, en tout cas pour Greg, pas tout à fait dans le rang. Ouais, alors, sur la question de l'échelle, d'abord, ouais, c'est vrai que l'abattoir dont parle le livre, c'est un abattoir de taille moyenne, où on voit encore des restes de pratiques artisanales. On est proche de la campagne, on est proche de paysans, parce que des paysans travaillent là à temps partiel pour arrondir les fins de mois, ou voilà. Ou, donc ouais, un abattoir de taille moyenne où il y a aussi une vision sur l'industrialisation en cours. Donc voilà, amélioration des outils de production, augmentation des capacités, voilà, ou des volumes d'abattage, pour parler en termes un peu industriels. Donc du nombre de bêtes, évidemment. Et puis, donc ouais, une vue aussi sur la grande industrie, entre autres par les personnages qui, comme tu disais, certains sont passés par la grande industrie. Et c'est vrai que là, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais bon, l'abattoir dont je parle, c'est en gros 150 ou 200 bêtes par jour, donc peut-être 600 sur la semaine. Et puis les abattoirs de Courtepin ou Unzingen, qui sont ceux de Micarna pour la Migros et de Belle pour la Coop, les plus gros de Suisse, les deux plus gros de Suisse. Celui de Courtepin, on sait qu'il abat environ 30 millions de poulets par année, soit plus ou moins 100 000 par jour. Euh, et par contre, alors sur les porcs, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est sur plusieurs milliers par semaine, ça c'est sûr. Je sais pas exactement combien, mais du coup, oui, c'est vrai que voilà, on a ces chiffres qui sont cités dans le livre, qui sont cités par Greg, qui est un personnage qui a travaillé dans tous les grands abattoirs d'Europe, enfin du centre-ouest de l'Europe, quoi, entre la France et l'Allemagne, la Belgique. Les plus gros abattoirs de porcs sont dans ces régions-là, d'Allemagne ou ouais, Belgique, Hollande, Danemark. Voilà, plutôt dans le nord de l'Europe, en Bretagne aussi. Donc voilà, Greg, c'est un personnage qui a passé par là, qui a connu la grande échelle, et puis plus ou moins, on peut dire que sa manière de s'en sortir, euh, c'est de s'endurcir le plus possible et de devenir un peu le plus fou, le plus dégueulasse dans son humour et dans ses références, dans son vocabulaire, dans son langage, voilà, le plus violent pour s'en sortir, peut-être. En gros, c'est un peu comme ça qu'il interagit. Et puis, ben, donc il a un langage qui est assez choquant, voilà, qui est voire très choquant, profondément choquant peut-être. Et puis il y a d'autres personnages qui ont d'autres formes d'humour. Alors il y a des humours tout aussi, voilà, sans prendre aux jeunes, à la bleusaille, aux nouveaux, aux pommeaux, voilà, qui a toujours tout fait faux, qu'on insulte un peu ou qu'on remet toujours à sa place. Ça, c'est une manière aussi, une forme d'humour. Puis après, il y a d'autres formes d'humour
qui évidemment plaisent plus à un littéraire comme moi. L'humour du personnage de Dylan, qui fait beaucoup rire, qui fait que de faire des parallèles entre les porcs et les humains, et qui a ce côté vraiment drôlatique, enfin qui constamment renverse un petit peu les hiérarchies des espèces et de qui se trouve à la place de quoi. Et, on est toujours dans l'espèce de carnavalesque cul par-dessus tête où on sait pas, on sait plus qui est l'humain et qui est le porc, et c'est un humour ouais, qui est plus dérangeant peut-être, mais qui est aussi dans un certain sens, il y a moins voilà, le moi et l'autre. C'est plus dans l'hybridation, dans le mélange que ça fait rire. Mais enfin, si ça fait rire, voilà. C'était un humour qui, à moi, me parlait évidemment un peu plus. Tu parles de l'humour de Dylan, j'ai notamment cette scène en tête où il parle de caméra de surveillance et en fait il y a un œil de porc qui est resté accroché en suspension et qui regarde les deux protagonistes, enfin il regarde entre guillemets les deux protagonistes sur la chaîne. J'ai un autre exemple en tête qui cette fois est l'humour du chef. Et moi, ça m'a fait personnellement beaucoup rire parce que mon père est boucher charcutier et j'ai retrouvé un sens de l'humour relativement commun entre ce chef un peu grande gueule et très bourru et en l'occurrence mon papa. Par rapport au moment où dans le roman tu te fais une entaille à la main et tu te dis mince ça pourrait s'infecter, c'est juste assez profond pour potentiellement risquer l'infection, et lorsque tu le mentionnes au chef, le chef très très pince sans rire te dit ah ben non mais non à l'abattoir non non on soigne pas, on souffre et on saigne, et puis quand c'est infecté on coupe, ça s'appelle une ablation. Comment t'as réagi à ce type d'humour? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un type d'humour exactement comme tu dis, très ça fait très bouché, ça fait très humour endurci, ouais, comme tu dis, pince sans rire, on exagère la dureté qu'on attend des personnes. Puis voilà, ben, quand ça s'infecte, finalement, on coupe, et voilà. Euh, donc ouais, c'est vrai que c'est assez marrant parce que voilà, je me suis dit que ça allait bien, ce personnage de chef avec une grosse carapace, voilà, exagéré, et puis quelque part aussi une tendresse derrière. Il y a toute une histoire qui se passe entre Hamza qui avait de la peine à trouver du travail, et puis le chef qui voilà, l'a aidé à faire des papiers, à régulariser une situation à la base de travailleurs frontaliers, etc. Donc ouais, c'est donc ouais, en gros la brute au cœur tendre, c'est un peu un prototype qui allait bien sur ce personnage du chef, et qui permet des complexités, voilà, en tant que personnage qui lui donne une profondeur intéressante, plutôt que d'être simplement la brute qu'on voit facilement dans certains livres qui parlent soit de paysannerie, soit de... Voilà, il y a vite les caricatures sont vite là, et puis lui, tout en étant un peu une caricature, il a quand même une complexité, et ça peut le rendre appréciable, peut-être. Cette complexité au niveau du caractère, elle est à la fois intéressante dans ton roman parce que ça montre clairement que les personnes de la campagne ne sont pas des personnes, entre guillemets, bas du front, qui ne s'intéressent pas aux problématiques, notamment environnementales, etc. Et puis, justement, c'est des personnes comme tout le monde, et c'est pas forcément toujours ce que les citadins et citadines qui n'ont connu que la ville ont comme idée des gens de la campagne. Et tu parles à la fois de cette brute au cœur tendre, on va pas développer plus avant, mais ton roman laisse une très large place au portrait. On parlait de celui d'Henri, donc du chef, mais on en a tout un tas d'autres sur lesquels on va pouvoir un tout petit peu discuter par après.
Ce qui est également intéressant, c'est qu'au-delà du portrait, on a aussi une certaine complexité et un grand développement qui est donné à ce que les personnes qui travaillent à l'abattoir pensent de l'abattoir, mais pensent aussi des enjeux écologiques du temps et de la surindustrialisation. Donc tu l'as dit, on est dans un abattoir de taille moyenne, on n'abat pas, alors certes on abat quand même dans une certaine proportion, on n'est pas dans l'abattage artisanal à la ferme, comme on peut en avoir aussi un exemple dans ton roman au travers de l'expérience réalisée par Arthur Jolissaint, donc le narrateur, chez Ours et Cora, qui sont des fermiers qui vont encore choisir une ou deux bêtes dans le troupeau et l'amènent directement chez le boucher pour l'abattage vraiment à petite échelle. Ça, on vous lira pas d'extrait, mais c'est une scène qui est assez touchante aussi dans le roman, où on voit que le rapport aux bêtes est très important pour ces personnes qui travaillent au quotidien avec leurs animaux et qui suivent finalement la vie de leurs animaux du début jusqu'à l'abattage, quand l'abattage doit être réalisé. Et on a notamment une scène dans ton roman avec Henri, ce fameux chef, qui explique qu'aujourd'hui, on a un réel problème en termes de consommation de viande et que lui-même, on est assez peiné. C'est aussi le cas d'un autre employé, Sylvain en l'occurrence, qui lui a repris une ferme qui est en main familiale depuis 6 générations, à qui tu laisses une grande part d'expression dans ton roman, parce qu'il a beaucoup développé le propos autour de comment était l'élevage du temps de son enfance, comment c'est maintenant également à la ferme, et puis le fait qu'aujourd'hui, notamment, les citadins, entre autres, mais pas seulement, mais plutôt les citadins versus les gens de la campagne, pour le coup, mangent essentiellement les beaux morceaux, et sur une bête, il y a énormément de gaspillage. Tu mentionnes notamment le cas des porcs dans ton roman, des 5 à 8 000 litres de sang qui sont perdus et qui pourraient servir à faire du boudin, par exemple, et puis le fait qu'il y a quelques décennies en arrière, quand on tuait un cochon à la campagne dans une ferme, le cochon servait à nourrir une famille pour une année entière, parce que sur un cochon, tout est mangeable. Mais aujourd'hui, quand on tue un cochon, on jette une grande partie parce que les gens, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse plus, ils savent plus cuisiner. Et ça, les gens qui travaillent dans le milieu en sont conscients, et ça les interroge également, parce qu'il y a une vraie problématique de société. Le chef Henri est le premier à dire, mais si les gens mangeaient de tout, on pourrait limiter cette surconsommation, dépenser moins. Et il y a une anecdote que je te laisserai volontiers commenter, c'est finalement sa sensibilité à l'écologie, puisqu'il mentionne une énorme économie d'électricité faite avec des petits gestes du quotidien à travers l'abattoir. Alors certes, c'est aussi un petit geste qui a un impact économique, à n'en pas douter, mais c'est des gestes qui, en tout cas pour lui dans le propos, ont l'air très sincères et ont l'air de nourrir à la fois l'objectif économique et l'objectif écologique. Mhm. Ouais, je vais essayer de revenir un peu dans l'ordre sur quelques points. C'est vrai que le cliché, c'est vrai, je sais pas d'où vient ce cliché, mais c'est vrai que dans la littérature française, par exemple, de ces derniers temps, j'ai lu par exemple dans Règne animal de Jean-Baptiste Delamot des portraits de la classe paysanne qui me paraissent complètement déconnectés de la réalité, où j'ai l'impression que la paysanne en particulier est une truie quand elle accouche dans la bauche de la truie et qu'elle donne son bébé à manger à la truie. Je me dis, mais c'est pas crédible. Et en plus, quelle est cette espèce de description des paysans? C'est quoi je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce que ça veut dire. Certainement qu'il y a il y a de tout partout, et puis, enfin bref, du coup, il y a des fausses idées qui circulent. Ouais, on ne sait pas pourquoi, quand on demande à quelqu'un dans une classe de théâtre de parler de la paysannerie, tout à coup il se met à rouler les airs, comme au début du XXe siècle. Il y a des choses comme ça, des espèces de clichés qu'on la vie dure, et je pense que oui, il y a plein d'agriculteurs, d'éleveuses qui
qui sont bien au fait des questions actuelles. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit, et qui, voilà, qui sont actives pour changer les choses, pour faire autant de l'élevage, mais de l'agriculture qui inclut toutes sortes de pratiques responsables, autant environnementalement, autant éthiquement. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Puis c'est vrai que dans les personnages, il y a un paysan bio d'une petite ferme bio qui a des propos assez forts sur voilà, l'économie, pourquoi les choses valent tel prix, voilà, quel est le problème, quels sont les problèmes des lobbyistes, quels sont les problèmes du commerce mondial à grande échelle, etc. Bref, il y a des personnages comme ça qui ont des points de vue assez développés sur la politique en général. Et ouais, qui contredisent vraiment ces clichés des paysans bas du front, comme tu disais. Euh, voilà, donc ça c'est sur les personnages. Et puis ensuite qu'est-ce qu'on avait comme, ça y est, j'ai perdu le fil. On avait effectivement les problématiques, notamment liées à la surconsommation, Ah oui. et puis aux gens qui aujourd'hui ne mangent que les bons morceaux. Ah oui, merci. Oui, donc ces questions-là, en effet, ça c'est un paradoxe que je trouve aussi assez révélateur, que pour beaucoup de monde, beaucoup de consommateurs et de consommatrices des villes, ça a l'air plus violent de manger de la viande où on voit encore l'animal. Typiquement, voilà, une langue, une oreille, un pied. Alors que dans le filet, il n'y a pas de forme. On sait déjà plus. On sait déjà plus que c'est une bête. Et ça a l'air moins violent, moins bestial de manger de la viande plus délicate. Et évidemment, c'est paradoxal parce que c'est là-dessus que les supermarchés font le plus de profit, et c'est comme ça qu'ils attirent les clients dans leur supermarché, en mettant des grosses actions sur le filet de porc ou de bœuf ou de quoi que ce soit. Le bœuf qui est de la vache, hein, d'ailleurs, faut pas oublier. Enfin. Et puis, ça dépend, parce que c'est vrai que les vaches laitières, bref. Mais ouais, donc les beaux morceaux, ben oui, c'est vrai que la logique du marché de prendre les morceaux qui se vendent le plus cher ou qui ont l'air d'être le meilleur, et où on voit pas que c'est une bête, voilà, ça correspond bien à des goûts tendres, voilà, à des palais délicats, mais exactement, malheureusement, c'est pas. Il y aurait une certaine écologie à manger de tout. Et puis évidemment, dans la petite échelle, ben, on le sait, parce que si on a mangé, enfin, si dans une exploitation ou dans une ferme où on tue une bête par année pour sa propre consommation, ben, quand on a mangé le filet, il nous reste le reste. Donc on le sait. Et évidemment que dans une société où il y a le marché, le supermarché qui fait écran et qui nous permet pas spécialement de voir ce qu'il y a derrière, ben évidemment sur l'écran, eux, ils mettent de la pub, et puis ils nous mettent des images de la petite échelle, et ils nous mettent des images des bêtes heureuses pour nous donner l'impression qu'on va consommer ça, même si en fait derrière on a peut-être des porcs qui n'ont jamais vu le jour de leur vie, et qui ont été élevés sur du béton, et qui n'ont jamais mis les pieds par terre. Donc là, ouais, les supermarchés font écran. Les supermarchés, voilà, agissent sur de la consommation au sens large, au sens mondial, où ils obtiennent, comme on peut l'entendre, voilà, dans les abattoirs, la taille de celui où j'ai travaillé, on est assez révolté contre cette concurrence déloyale des grands abattoirs
qui ont le droit, du coup, enfin, Mikarna et Bell ont le droit d'importer des grandes quantités de viande parce qu'en abattant une partie en Suisse, ils ont des espèces de crédits à l'importation pour importer de la viande du Brésil, qui est évidemment, enfin, du Mercosur, et ils sont encore en train de signer des traités. Et évidemment, c'est une concurrence déloyale, et les paysans, les éleveurs, les éleveuses sont révoltés contre cette concurrence déloyale. Mais pourtant, ben voilà, en Suisse, c'est l'UDC-LPLR qui signe ces contrats main dans la main, et on se demande juste pourquoi il y a le monde agricole qui continue à voter UDC et PLR, quoi, parce que finalement, c'est eux qui sont en train de leur scier la branche sur laquelle ils sont. Alors, nous, on n'est pas là pour parler politique, donc on ne développera pas sur ces aspects-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ton roman fait, pas l'apologie, mais en tout cas défend au travers des propos des personnes qui le traversent, une consommation responsable à petite échelle, dans un circuit court, voilà, qui fait la part belle finalement à la paysannerie, ou en tout cas qui la met mieux en valeur, et puis qui défend aussi ses intérêts, comparé potentiellement effectivement à ce qui peut se passer dans des abattoirs de plus grande taille, où là, on est complètement déshumanisé, hein. Si on reprend cette image de la chaîne, c'est mentionné à plusieurs reprises. Là, on n'est même plus au contact de la bête. Dans certains abattoirs, on a un geste à faire, c'est notre geste, ça passe au suivant qui fait un autre geste. C'est d'ailleurs mentionné clairement. Dans cet abattoir de moyenne échelle, Hamza le dit d'ailleurs à un moment donné, on vit la mort des animaux, on est au contact de ces animaux, et d'ailleurs on développe potentiellement aussi une certaine sensibilité, hein, quand on doit les mener à l'abattage, on doit les faire avancer, etc., etc. C'est pas toujours des moments faciles, et d'ailleurs en ayant lu ton roman, j'ai échangé avec mon papa, donc, qui est boucher charcutier, qui m'a dit, mais tu sais, l'abattoir, généralement, c'est un moment de plaisir pour personne. Moi, mon papa n'est plus tout jeune, mais à l'époque, en apprentissage de boucherie, on passait par l'abattoir. Mais je pense que personne ne rêve de passer sa vie en abattoir. C'est pas, même pour un boucher, c'est pas forcément l'endroit où on rêve de faire carrière. Et du reste, peu de gens font carrière en abattoir. Ou alors, comme tu l'as précédemment mentionné, c'est des gens qui trouvent des parades pour s'endurcir, en fait, parce que voilà, on voit la mort un jour sur deux dans cet abattoir de moyenne taille, mais potentiellement tous les jours dans des plus grandes infrastructures. Avant de passer à la partie de notre podcast, un livre dans ta pile de lecture, j'aimerais qu'on aborde encore un petit point, qui est celui de la question des portraits. On en a déjà un petit peu parlé au cours du podcast, mais les portraits sont relativement importants dans son roman. On fait vraiment la part belle à l'humain à plusieurs reprises, et j'aimerais beaucoup que tu partages avec nous le portrait que tu as le plus apprécié, en fait, celui qui t'a le plus inspiré au cours de ton expérience de l'abattoir. Il faut savoir que les derniers mots de ce roman, sans déflorer, mais en attendant, ce ne sont pas les tiens, puisque tu les empruntes à Anne Sylvestre, sont empruntés à une chanson qui est celle qui s'intitule « Les gens qui doutent ». Et on voit, voilà, qu'il y a vraiment une place très importante donnée à l'humain dans ce roman. En quoi c'était important pour toi de remettre l'humain aussi au centre? Oui, c'est vrai que ouais, je pensais, c'est vrai que l'abattoir, comme tu disais, c'est un peu un lieu ingrat. Il y a pas grand monde qui a envie d'y aller, ni dans les professionnels, ni dans les gens qui mangent de la viande en général. Symboliquement, on n'a pas envie d'y aller. Enfin, on n'a pas spécialement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de savoir ce qui s'y passe. Et puis du coup, un lieu un peu ingrat, et puis une ingratitude qui est pas mal projetée aussi sur les gens qui travaillent là-bas. Puis moi, je me disais, mais comment on est quand on travaille là-bas, qui on est, et après, à chacune de se faire son opinion sur les personnages. Mais c'est vrai que moi, pour ces personnages-là, j'ai beaucoup de tendresse, voire d'amitié. Pas pour tous, évidemment. Mais il y a ceux
celles et ceux avec qui je me sens vraiment solidaire, avec qui je partage beaucoup. Et il y a celles et ceux avec qui je partage moins. On rappelle aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent à distance ou en présentiel que vous pouvez intervenir à tout moment pour poser vos questions. Et en les attendant, on passe, si tu le veux bien, Laurin, à la section « Un livre dans ta pile à lire », puisque généralement les auteurs et autrices sont des lecteurs et lectrices comme tout le monde et ont la plupart du temps un certain nombre d'ouvrages dans leur pile depuis plus ou moins longtemps. Quand on t'a posé la question, tu en as cité un certain nombre. On te laisse la parole pour en présenter un ou plusieurs au gré de ton envie du moment. D'accord, oui. Un livre qui est dans ma pile à lire depuis assez longtemps, c'est Don Quichotte. Et c'est un livre que j'aime beaucoup par l'idée déjà, avant même de l'avoir lu, pour simplement voilà, c'est un monument que je pense être à la fois drôle et voilà, aventureux, mais surtout avec pas mal de dérision, qui est un élément que je peux bien aimer. Et je crois que je l'aimerais, mais s'il est encore dans ma pile de livres à lire depuis environ 2 ans maintenant, c'est parce qu'il est en espagnol. Et parce que je ne parle pas l'espagnol. J'aimerais bien, j'en parle quelques mots, mais évidemment pas du tout assez pour lire le Don Quijote dans sa version originale. Alors voilà, je me tâte. Je ne sais pas si un jour je ferai vraiment l'effort de prendre un dictionnaire et de me casser les dents dessus et de continuer comme j'ai pu me casser les dents sur d'autres livres. Ou alors si je céderai, si un jour je l'emprunterai en français pour aller passer des vacances quelque part et que je le lirai lentement, mais moins lentement qu'en espagnol. Alors pour la petite anecdote, Laurin m'a mentionné Don Quichotte parmi sa nombreuse pile à lire et à la fin du podcast et même actuellement pour celles et ceux qui nous suivent en vidéo, vous aurez peut-être remarqué qu'on l'a affiché dans le décor parce que c'était encore un des rares exemplaires d'ouvrages papier qui figurait dans ma bibliothèque. Donc je pourrais lui montrer ma version également en espagnol, donc il ne lui servira pas à grand chose de plus que la sienne. Mais voilà, Don Quichotte, mais tu peux le lire en français, même, plutôt que d'ambitionner de le lire en espagnol, qui n'est pas un espagnol forcément très facile à appréhender en plus, puisque c'est pas forcément de l'espagnol moderne, à moins que tu le lises dans sa version en espagnol moderne. En tout cas, on te souhaite une belle lecture parce que Don Quichotte, c'est vraiment un grand incontournable de la littérature hispanique. Et pour terminer ce podcast, on attend toujours des questions qui, à l'heure actuelle, ne viennent pas, mais elles viendront peut-être pendant le club de lecture qui suit notre podcast. On a toujours une question à poser en rituel de fin de notre podcast, en lien avec le nom de notre médiathèque numérique accessible. Et cette question, c'est celle-ci. Pour toi, Laurin, Mona, elle lira comment ? Alors, Mona, elle lira les pieds sur terre et elle lira sur les toits. Merci beaucoup pour cette petite rime. Et on te remercie infiniment d'être venu partager avec nous autour de ton premier roman, qui, on le rappelle, est paru aux éditions d'en bas en 2024, au cœur de la bête, et qui a reçu en novembre 2024 le prix RTS Radio-Télévision Suisse du public. On attend avec impatience les suivants. On vous rappelle que vous venez d'écouter Mona lira, le podcast de la médiathèque numérique accessible éponyme. C'était le 2e épisode. Vous retrouverez notre podcast mensuel quelques jours après son enregistrement sur toutes les plateformes d'écoute. S'il vous a plu, pensez à liker, partager et à nous mettre une pluie d'étoiles sur les différentes plateformes. On se réjouit du prochain épisode qui sera enregistré le 9 mars prochain et on vous donnera des détails sur la personne invitée un peu plus tard. Merci pour votre écoute.